Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. La présentation va durer environ une trentaine de minutes et le contenu du webinaire vous sera transmis dès demain lorsque nous aurons bien compilé le fichier des participants. Vous n'aurez donc pas besoin de nous le demander. Chacun aura le contenu de la présentation directement dans sa boîte mail. Comme toujours, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et selon la nature des questions, soit j'y répondrai au fur et à mesure, soit nous réserverons un temps à la fin pour y répondre le plus précisément possible. Voilà, je vous propose de démarrer donc. Le webinaire du jour, c'est 4 astuces pour identifier et traiter vos clients insatisfaits. On va dérouler un peu le sommaire. Alors comme vous pouvez voir, on a annoncé 4 astuces, on en a gardé une 5e en bonus. La première astuce, ça va être de bien connaître son parcours client. La seconde, de segmenter grâce au Net Promoter Score. La troisième, d'analyser pour mieux réparer. Et la quatrième, d'accompagner avec la notion de close the loop qu'on va voir ensemble. Et puis une petite 5e astuce bonus que l'on regardera également. Pour nous présenter rapidement, nous sommes Vocasa. Certains nous connaissent peut-être parce qu'on a une chaîne Webikeo qui est bien vivante. Donc on est une plateforme SaaS de management de l'expérience client avec pour mission de vous donner les moyens de connaître, maîtriser et améliorer votre expérience client, ce qu'on appelle aussi le CX. Vocasa a été créé en 2004. On est plus de 40 experts à travailler pour plus de 300 clients actifs, parmi lesquels vous pouvez voir quelques références en dessous. Sur nos suites logicielles, on a la capacité évidemment de faire des enquêtes, de mesurer la satisfaction, de la piloter grâce à l'amélioration continue, tout en facilitant l'adhésion aux équipes. Et c'est entre autres cette partie-là qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Les 4 astuces. Alors pour démarrer, il faut bien connaître son parcours client. Et pour bien le connaître, il faut être en capacité de le cartographier. Pour ça, il faut prendre le temps de cartographier cette notion de parcours client. Je résume toujours la notion de parcours client par une phrase très simple. Un parcours client, c'est tout ce qui se passe avant, pendant et après un acte d'achat quel qu'il soit. Que ce soit un acte d'achat de produits, de services, de prestations ou autre. C'est tout ce qui se passe avant, pendant et après. Donc le parcours client, lui, va vous permettre d'avoir cette vision globale des différentes étapes et du coup, c'est un travail qui est primordial pour la suite des opérations. C'est souvent ce par quoi il faut commencer quand on n'est plus juste sur la notion de « je fais une enquête », mais qu'on est sur la notion de « je dois cartographier justement les différentes étapes pour mes clients qui leur permet d'accéder à mon produit ou mes services et pour cela, je dois être en capacité de cartographier puis de mesurer ». Il est important de noter également qu'un parcours client, il peut être zoomé et dézoomé à volonté pour rechercher ce qu'on appelle les sous-étapes et donc travailler le parcours sur une étape en particulier. On pourrait, par exemple, détailler sur un site internet la visite de certaines pages, le temps passé sur le site, les rebonds. Et puis sur un processus de livraison, on peut choisir la prestation du livreur, on peut choisir le délai, etc. Pour comprendre en fait son parcours client, il faut se mettre à la place du client en fait. Il faut voir comment lui, il agit. Soit faire preuve de beaucoup d'empathie, soit pourquoi pas en faisant parfois des visites mystères au préalable, soit également en prenant les retours des gens qui sont au plus proche du terrain. Mais souvent le mieux, si on a des magasins physiques ou un site internet, c'est d'aller physiquement dans le magasin ou de regarder aussi ce qui se passe sur le site internet. Le cartographier, ça va être ensuite, évidemment, de pouvoir plus facilement remarquer des dysfonctionnements dans votre organisation. Le second point à l'intérieur de cette première astuce, c'est d'être capable d'identifier ce qu'on appelle les pain points. Alors, les pain points, c'est quoi ? Disons qu'on peut le résumer par là où vous avez mal. Mais soit vous savez que vous avez mal à cet endroit-là, soit vous ne le savez pas encore. L'enjeu dans la définition de ce qu'on appelle les pain points, c'est d'identifier quelles sont les interactions à mesurer en priorité. Et pourquoi ? Parce que finalement, on pourrait se dire tiens, on va tout mesurer, on va tout auditer, on va tout regarder tout le temps, etc. Mais chaque mesure, ça se matérialise concrètement par une enquête de plus, une visite mystère de plus, un audit de plus, un contrôle de plus. Et du coup, ça peut devenir à la fois très fastidieux pour le client final, parce qu'au lieu de répondre à 1, 2 ou 3 enquêtes, il va peut-être devoir répondre à 12 enquêtes, et puis à la fin, ça va fatiguer forcément le fichier client. Et puis ça peut se révéler aussi beaucoup plus onéreux, et consommateur de temps pour vous, d'ailleurs, en tant qu'entreprise. Donc on mesure surtout ce qu'on est en capacité d'améliorer.
Le but, c'est d'être capable de réduire l'écart entre la promesse affichée d'un point de vue marketing, commercial, etc., et la réalité de ce qui est constaté sur le terrain. Le troisième point dans cette première astuce, c'est de faire un état des lieux des ressources disponibles. Pour qu'une mesure soit constructive, il faut se poser les bonnes questions. Avez-vous le budget nécessaire pour mettre en place des actions pour améliorer la satisfaction en fonction des feedbacks recueillis? Est-ce que vous disposez des ressources humaines suffisantes pour mettre en place votre plan d'amélioration? Parce que c'est toujours beau de se dire on va traiter toutes les insatisfactions clients, mais si vous, votre métier, c'est de faire du B2C et que vous avez 2000 retours d'insatisfaction par mois, mais que pour traiter ces 2000 retours, vous avez une grosse équipe d'une seule personne, ça ne va pas suffire. Et vous n'allez pas pouvoir traiter réellement le sujet. Donc il faut toujours mettre, évidemment, les ressources humaines en face de tout ça. Ça peut être géré dans votre entreprise, par une cellule dédiée. Ça peut être sous-traité à des prestataires externes. Et puis ça peut être également, quand on est plutôt sur du B2B, géré directement par les responsables de compte, les CAM, les responsables commerciaux, etc. Une autre question, c'est est-ce que ça coïncide aussi réellement avec la volonté de l'entreprise de travailler sur ces étapes en particulier? Là, c'est un point très important qu'il faut qu'on fasse remonter. Si les projets d'expérience client ne sont pas sponsorisés par la direction de l'entreprise ou par les membres du COPIL, du CODIR, du COMEX, selon comment vous les appelez, il n'y aura pas suffisamment de ressources, de moyens pour vraiment gérer les sujets. Ce sont des sujets qui peuvent émaner des services Customer Experience, des services Satisfaction Client, des services marketing selon l'organisation de votre entreprise, mais il faut qu'elles aient un écho au sein de la direction, du pilotage de l'entreprise. C'est vraiment très important parce que sinon, ce que vous allez vous retrouver à gérer, c'est de la frustration pour vos collaborateurs et pour vos clients. Si vous n'êtes pas aligné en fait avec ce que doit faire votre entreprise dans sa mission, mais que vous savez au niveau de votre service ce que vous pourriez faire, mais que la direction elle ne suit pas, vous allez vous retrouver en frustration avec à la fois des clients frustrés parce qu'ils vous ont répondu sur des sujets que vous ne pouvez pas vraiment améliorer, et des collaborateurs frustrés parce que finalement ils n'ont pas les moyens d'achever leur mission. Quelques exemples. Ça peut être une entreprise qui souhaite mesurer et améliorer son site internet, par exemple, parce qu'elle est persuadée qu'il ne fonctionne pas bien, ça fait 6 ans qu'il n'a pas été mis à jour, il est vieux, il n'est pas fonctionnel, il a beaucoup de plaintes de visiteurs, etc. Sauf que l'entreprise, elle, a validé cette année, pour changer son site internet, un budget de 0. Donc là, du coup, on ne peut rien faire. Et à quoi bon se faire taper une fois de plus sur les doigts par ses clients, et par l'interne aussi? Il est préférable finalement de mesurer là où on peut véritablement agir. Donc c'est un point qui est très important, ne pas mesurer quelque chose que l'on ne peut pas améliorer. Ça sert juste à créer de la frustration sinon. De même, si l'entreprise décide dans sa stratégie d'abandonner telle ou telle interaction d'ici 1 an, parce qu'on remplace un processus physique par un processus digital, là aussi, ça ne sert à rien de dépenser inutilement du temps et de l'argent pour mesurer de la satisfaction sur ce point particulier. L'astuce numéro 2, c'est d'être capable de segmenter grâce au Net Promoter Score. Bon, normalement, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez à peu près la notion du Net Promoter Score. On va la résumer quand même de façon synthétique, mais elle est écrite et je vais simplement la lire. C'est un indicateur qui permet de mesurer de manière factuelle ce qu'on appelait auparavant le bouche à oreille d'une marque, d'un produit ou d'un service quel qu'il soit. C'est véritablement un outil de gestion et de pilotage qui est très performant parce que très simple de compréhension. À la fois pour les répondants, à la fois pour l'interne et à la fois pour la direction. Tout le monde va le comprendre facilement. Et ça va évaluer un petit peu la viralité d'une marque et le pouvoir de recommandation des clients. Pour faire très simple, c'est une note de 0 à 10. Les gens qui vous mettent entre 0 et 6 sont considérés comme des détracteurs de votre marque. Les gens qui vous mettent 7 ou 8 sont considérés comme des personnes neutres. Et seulement les gens qui vous mettent 9 et 10 sont considérés comme des promoteurs ou des ambassadeurs de votre marque. Une fois qu'on a dit ça, le Net Promoter Score, ça mesure quelque chose de fermé. À la fin, vous avez une note qui varie de moins 100 à plus 100. On pourra réexpliquer le calcul si besoin. Ce qui est important de faire, c'est de toujours corréler cette question-là avec une question ouverte supplémentaire. La question ouverte permet de faire du coup de l'analyse sémantique. Parce qu'au bout d'un certain temps où vous notez finalement du Net Promoter Score, vous allez apprendre plein de choses, rien qu'avec la question fermée. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans selon les cas d'entreprise, vous allez vous dire finalement, là j'ai bossé sur plein de sujets, les autres thématiques, j'arrive pas à les remonter autrement et ce que je dois faire là maintenant, c'est de l'analyse sémantique.
Là, du coup, on a affiché le commentaire d'une personne qui nous écrit: Je ne recommande pas ce produit qui ne répond pas à toutes mes attentes. Je déplore le manque de qualité et le prix beaucoup trop élevé. Seul point positif, l'engagement de la marque et le 100% Made in France. Comme dans tout commentaire, il y a souvent plusieurs idées. Et en plus, il peut y avoir du positif et du négatif, comme c'est le cas ici. Ce que nous donne ce type de commentaire, ce sont des thématiques actionnables. Le manque de qualité et le prix trop élevé. J'ai 2 sujets sur lesquels je peux travailler. Alors évidemment, si c'est une personne qui nous le dit sur 1 million, il faut le corréler autrement. Mais si on voit que le sujet du prix ou du manque de qualité, que ces émotions-là reviennent très fortement et que ça revient sur 100, 200, 1000, 2000, 10 000, 20 000, selon les volumes que vous traitez de personnes, si ça revient à ce point-là, c'est que c'est un sujet dont il faut vraiment s'accaparer très fortement. Mais on voit aussi qu'on a les notions d'engagement de marque, le 100% Made in France, qui peuvent aussi être des sujets activables. Donc l'idée, c'est de creuser des thèmes et les facteurs d'insatisfaction. Ça donne des informations extrêmement pertinentes sur les raisons d'insatisfaction et le niveau de désengagement de vos clients. Continuons sur la 3e astuce, analyser pour mieux réparer. Analyser le profil des répondants, c'est quoi? Il est important, dans les notions d'enquête ou de visite mystère finalement, d'avoir toujours à l'intérieur du sujet ce qu'on appelle des métadonnées. Savoir si une personne qui vous met la note de 2 sur 10, si elle est cliente VIP, si elle n'est pas dans le core business, si elle a requéri des produits que vous n'avez pas l'habitude de faire, etc., ça va être très différent, évidemment. Le but, c'est de bien comprendre qui sont ces clients insatisfaits et d'en dégager ce qu'on appelle des profils types. Est-ce qu'il s'agit de clients réguliers ou non? Quels sont les produits ou les services qu'ils privilégient? Parce que finalement, vous avez peut-être un problème sur un produit en particulier, qui est mal livré, qui est mal conditionné, mal fabriqué, pourquoi pas? Ou si on est sur des services avec un niveau de consulting qui n'est pas suffisant, ou autre. Quelle est la valeur moyenne également de leur panier? Si tous les clients très insatisfaits ont des paniers moyens à 100 euros, quand votre panier moyen chez vous, c'est 10 000 euros, le sujet devient presque moins important. Même si, bien entendu, il faut toujours extrêmement satisfaire tous ces clients. Il convient aussi de se focaliser sur les clients dits VIP, les clients les plus importants, ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, etc. Avec ça, donc, on va être capable de savoir qui sont les clients qui sont de forts détracteurs. Et on va pouvoir isoler des panels plus restreints. Notamment quand on est en B2C, c'est hyper important. On peut aussi regarder le sujet avec plus de recul. Par exemple, vous avez beaucoup de détracteurs, comme je le disais, mais finalement, sur votre cœur de cible et vos clients VIP, vous en avez assez peu. Et les clients détracteurs sont principalement sur les bas de panier. Du coup, finalement, la mission de l'entreprise et de vos collaborateurs, elle est bien remplie, parce qu'ils savent gérer leurs priorités pour traiter au mieux le cœur de cible de vos clients. Le point suivant, c'est d'être capable de poser un diagnostic sur les premières causes de l'insatisfaction. C'est cette notion de thème que j'évoquais précédemment. Est-ce qu'il y a des thèmes majoritaires qui ressortent dans cette analyse de détracteurs au sein de l'analyse sémantique? Est-ce que l'insatisfaction, elle concerne une étape précise du parcours? Quels éléments sont concernés? Est-ce que c'est, dans un cadre de livraison, le livreur qui est impoli? Ici, il est intéressant aussi de se référer à l'analyse sémantique parce que ça permet d'aller plus loin dans le diagnostic de l'insatisfaction. Les verbatims peuvent révéler des points d'insatisfaction, les fameux pain points, qui n'avaient pas été identifiés ou abordés dans un questionnaire initial avec des questions fermées. C'est toute la différence d'importance, notamment, qu'on peut avoir entre une question fermée, telle que le Net Promoter Score, et son complément avec la question ouverte qui est reliée à ce Net Promoter Score. Le NPS va permettre d'identifier, mais il ne permet pas d'identifier les causes profondes. Seule une véritable analyse sémantique, en fait, va vous permettre de faire ça. Le 3e point, c'est d'identifier les problèmes structurels à régler. Parfois, on a des insatisfactions liées à des processus qui sont très douloureux dans l'entreprise, aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients. Il peut s'agir de réorganiser cette équipe. Exemple, on va ajouter une étape dans la livraison qui nécessite l'intervention d'une personne en plus, ou d'un service en plus, d'un prestataire externe en plus. Ou alors, on va pouvoir aussi repenser ses process. Par exemple, toujours dans la livraison, un livreur qui livre devant la porte alors que c'est un immeuble, par exemple. Ça peut être problématique. Ça peut être un véritable pain point pour vos clients. Il faut être aussi capable, du coup, de trouver les causes de désenchantement de vos clients. Ça va vous permettre de changer votre entreprise et de la faire évoluer dans le bon sens.
Bien entendu, il y a des sujets qui ne dépendent pas de vous. Par exemple, si on est une banque et que vos clients critiquent fortement les taux pour certains placements, vous pouvez agir sur l'écoute que vous allez avoir de vos clients pour réexpliquer comment ça fonctionne, etc. Mais vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir agir directement sur les taux, parce que ça ne dépend pas de vous, ni de vous en tant qu'individu, ni de vous en tant qu'entreprise. La quatrième astuce, c'est d'accompagner la notion de close the loop. Le close the loop, c'est quoi? C'est tout simplement d'être capable de ce qu'on appelle boucler la boucle, en français, de façon très familière. Mais pour boucler cette fameuse boucle, il faut savoir faire deux choses. Donner les moyens aux collaborateurs et faciliter l'accès à l'information. Donner les moyens aux collaborateurs, c'est qu'il faut former les personnes référentes de la notion de callback, c'est-à-dire ceux qui rappellent les clients, et il faut programmer les callbacks sous 48 heures. Alors, ça dépend des sujets, évidemment. Si vous êtes sur des sujets de fond, que vous êtes un cabinet comptable, par exemple, vous pouvez vous permettre de les rappeler plus tard. Si par contre, vous êtes sur un produit ou service avec livraison rapide, il faut rappeler rapidement. Toujours cette synchronisation de l'échelle du temps qui est vraiment importante pour vos clients, selon les habitudes que vous leur avez données. Mais là aussi, c'est que si finalement cette information reste dans la direction du customer experience, la direction tout court, le service marketing, on ne peut pas véritablement agir et traiter le sujet. L'idée, c'est du coup de faciliter l'accès à cette information liée à l'insatisfaction des clients. Et l'idéal, c'est d'être capable de définir des notions d'alerte, donc d'avoir un système d'alerting qui envoie l'information directement aux personnes en charge de traiter cette insatisfaction. Et puis pour le stockage ou pour l'historisation, c'est être capable de le mettre soit dans un outil dédié, soit directement dans les outils que les personnes utilisent au quotidien. Ces personnes, en l'occurrence, sont les personnes qui sont le plus proches du terrain, et ce qu'elles utilisent au quotidien, c'est un CRM, un ERP, etc., qui leur permet d'avoir cette information. Donc il est intéressant aussi, pourquoi pas, d'imaginer un flux entre les outils de satisfaction et les outils du quotidien, qui peuvent être le CRM et l'ERP. Et l'idée, c'est de construire cette liaison-là pour véritablement traiter l'insatisfaction, l'historiser, etc. Les remontées, ça peut se faire dans des outils dédiés, comme je vous le disais, mais l'idéal, c'est véritablement de faire remonter cette information dans des outils que les gens utilisent et sur lesquels ils ont déjà été formés. Ça, c'est hyper important, parce que si vous avez, je sais pas moi, 2000 personnes qui sont en charge de traiter l'insatisfaction client chez vous, parce que c'est des responsables de compte, parce que dans une banque, ce sont vos référents bancaires, etc., reformer 2000 personnes dans une entreprise, ça coûte. Ça prend du temps et ça se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain et donc c'est un investissement, que ce soit en temps ou en finances. Donc la pertinence, c'est finalement assez souvent de faire remonter cette info dans les outils qui sont utilisés le plus par votre entreprise, CRM, ERP, etc. Le but, c'est d'être capable de rectifier, expliquer et réparer. Pour ça, il faut mettre en place un plan d'action qui va identifier les causes réelles de l'insatisfaction lors des callbacks pour prioriser les actions correctives. Il ne s'agit pas juste de rappeler les clients pour s'excuser platement, c'est aussi utiliser les callbacks pour identifier les axes d'amélioration dans ces process internes. Et donc pour ça, il faut bien prendre en considération aussi bien les retours des équipes opérationnelles, enquête ou pas enquête, NPS ou pas NPS, il faut toujours être capable aussi d'écouter les collaborateurs qui sont en effet les premiers au contact réel de vos clients et dans leur quotidien. Leur voix et leurs paroles, c'est une richesse pour l'entreprise. Et souvent, leurs avis sont assez dénigrés, à tort, parce que très souvent, les infos qu'ils remontent sont les plus pertinentes. Ces callbacks qui vont être faits par vos équipes opérationnelles vont permettre de prioriser les actions correctives à mettre en place. Parce que finalement, il faut que les choses changent, qu'elles évoluent, pour éviter aussi que les équipes internes s'épuisent à simplement s'excuser auprès des clients détracteurs et que l'entreprise en elle-même ne se remette jamais, elle, en question. Si on est dans ce mouvement-là, ça va créer une grande frustration chez les clients et une perte de sens chez les collaborateurs. Là, il faut vraiment que ces appels permettent de diffuser de l'information sur ce qui va changer. C'est-à-dire, il faut que dans les plans d'action corrective, vos collaborateurs soient informés des changements qui vont pouvoir avoir lieu et dont les clients vont pouvoir bénéficier. Donc, important d'avoir cette communication. Le terrain vous fait remonter des informations. Il faut aussi être capable de redescendre les informations au terrain de manière à ce que eux puissent communiquer. On vous a mis une petite dernière astuce bonus, c'est de piloter par la satisfaction.
C'est évident par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le sujet, en partageant vos résultats en interne pour mobiliser les équipes aussi autour de la satisfaction client. Ça va être de prendre des décisions éclairées en fonction des retours des équipes opérationnelles et donner les moyens aux équipes de bien bosser avec les bons outils. Ici, il y a un rôle très important d'écoute par le middle management, mais aussi du middle management. Le middle management dans l'entreprise, c'est aussi un vrai rôle de remontée d'informations qu'il faut savoir écouter pour ne pas l'épuiser. Et là, il faut aussi que la direction prenne en charge très clairement le sujet. Ça va être de partager les résultats internes. C'est important de le faire quand on a de la satisfaction client, autant que quand on a de l'insatisfaction client. C'est un excellent moteur pour engager les collaborateurs. La satisfaction client, donc là, je parle véritablement des clients qui sont positifs, des clients qui sont promoteurs, des clients qui sont ambassadeurs, ça permet d'être aussi à 100% customer-centrique. Imaginez-vous dans une équipe qui doit traiter de l'insatisfaction client toute la journée. Eh bien, ils vont juste se dire à la fin de leur journée, mon entreprise, elle est nulle en fait. Je ne traite que des clients pas contents. Bon. Eh bien, si à aucun moment de leur journée, ou de leur semaine, ou de leur mois, on leur montre que non, en fait, ce que vous traitez, c'est 7% de clients pas contents, mais à côté de ça, il y a 93% de nos clients qui sont très contents. Ben, c'est pas très motivant. Il faut aussi que cette information-là, elle soit partagée, et ça, c'est hyper important. Je pense que ce sont des problématiques dans toutes les entreprises. Mais on a aujourd'hui une perte de sens pour les collaborateurs dans une grande partie des entreprises. Donc il n'y a rien de tel pour remobiliser les personnes qui auraient perdu ce sens avec les crises successives qu'on vient de vivre. Donc la satisfaction client, elle doit être aussi remontée et doit être partagée auprès des collaborateurs. Donc voilà pour les 5 astuces qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez bien maîtriser votre parcours client, on peut évidemment prendre le temps de discuter de vos projets. Vous aurez nos coordonnées qui vous seront transmises dans le mail qu'on va vous envoyer demain avec le contenu du webinaire. Alors, je vois une question. Comment faire si nos clients sont internes? Ah, ça, c'est très intéressant comme question. Les clients internes, ce sont finalement des clients. Alors, client interne, tout dépend de ce que vous entendez par client interne. Mais si on parle ici des collaborateurs, finalement, c'est pareil. Il faut savoir les écouter, il faut prendre en compte leur insatisfaction et ça va pouvoir être fait différemment parce que là, on va commencer à potentiellement se poser des questions liées à l'anonymat. Ouais. Tout dépend si vous faites ça via une enquête de climat social qui est portée par votre syndicat, votre CSE ou votre service RH par exemple. Là, il peut y avoir une notion d'anonymat qui viendrait faire que la réaction sur une insatisfaction constatée de façon individuelle serait plutôt difficile à faire parce qu'on est dans le cadre d'une enquête anonyme en fait. Par contre, si vous avez des sujets qui remontent, comme la perte de sens que j'évoquais, là, vous allez pouvoir le voir de façon globale. Donc, au même titre que l'on traite des clients, il faut aussi traiter les collaborateurs de la même façon. C'est Thierry Spencer, l'Académie du service notamment, qui a théorisé ça avec la théorie de la symétrie des attentions. Très valable, évidemment, sur ces sujets-là. Si vos clients n'adhèrent pas à la démarche. Oui, alors là, en effet, il y a des possibilités, évidemment, de les faire travailler pour qu'ils adhèrent à la démarche. C'est très important que toute la chaîne chez vous comprenne cette notion d'être customer-centrique. S'il y a des gens au sein de votre entreprise et de votre organisation qui ne sont pas convaincus de ça, il faut être capable de les former pour les faire adhérer. C'est hyper important parce que si tout le monde n'est pas synchronisé et que dans un service livraison, on livre très bien, mais que dans le service rétention, par exemple, on s'en fiche complètement, il va y avoir une désynchronisation de votre entreprise que le client final ne va pas comprendre. C'est très très important d'être bien synchronisé. Donc, pour que les gens adhèrent à la démarche, il y a plusieurs choses à faire. Il y a le fait de leur partager l'information, c'est ce dont on a discuté tout le long de ce webinaire, mais c'est aussi le fait de bien les former à cette notion-là. C'est vraiment important de les faire participer à ce qu'on appelle chez nous des workshops CX, par exemple. De les faire participer aux ateliers de création de la démarche, pourquoi pas. Mais ça, c'est vraiment très important. Les former. Alors oui, les former, ça peut être sur plusieurs notions. On peut avoir des formations en intra, avoir des formations partagées. Il peut y avoir des formations en e-learning, des formations de toute nature qui peuvent être faites par vous ou par des prestataires, etc. Il y a vraiment des prestataires très bons sur le sujet et c'est quelque chose qui peut se faire, en effet, parce que c'est très important dans cette adhésion des collaborateurs à la démarche globale. J'espère vous avoir répondu, Véronique. Alors, Alice vous met également un lien sur le fait d'être capable de bien cadrer un projet d'amélioration de l'expérience client. Vous avez un petit lien en Bitly, vous pouvez cliquer.
Valérie demande comment faire évoluer un questionnaire de satisfaction. Alors, un questionnaire de satisfaction, donc un bon questionnaire de satisfaction, doit évoluer, en effet, d'une année sur l'autre. Un questionnaire qui n'a pas bougé d'un point de vue graphique ou question depuis 10 ans devient nécessairement un mauvais questionnaire puisqu'on n'est plus relié à de l'actualité. Donc, un questionnaire de satisfaction, vous pouvez le faire évidemment évoluer par vous-même, mais ce sont des conseils aussi qu'on est capable de donner chez Vocasa, parce qu'il faut évidemment améliorer tout ça. Un questionnaire, donc ça doit s'analyser. Et nous, on a par exemple des ateliers de relecture de questionnaires, de rechallenging là-dessus également. Ça, ce sont des choses qu'on propose chez Vocasa, Valérie. Connaître nos demandes. Comment sensibiliser ses collaborateurs quand on est dans un marché de niche avec quasiment un monopole? Alors, niche et monopole, c'est marrant comme entreprise, hein. Ça peut se faire aussi, parce que finalement, c'est pas parce qu'on a un monopole aujourd'hui qu'on aura un monopole demain. Il peut y avoir de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, et c'est pas parce qu'en plus on a un monopole qu'on doit maltraiter ses clients. Je reprends un exemple très connu, hein, mais la SNCF s'est beaucoup remise en question ces dernières années, sur plein de sujets, avec plein de pain points. Moi, je vais vous dire un de mes gros pain points que j'avais avec la SNCF, c'est quand il y avait un retard, je savais pas quand, comment et où j'allais arriver finalement. Aujourd'hui, ils ont énormément travaillé là-dessus. Il y a des annonces dans le train, il y a des annonces en gare, vous recevez des SMS ou des notifications tout au long du retard pour vous dire quel est le retard. En fait, être en retard et ne pas savoir de combien de temps, ça c'est très douloureux. Parce que si moi je dois aller voir un client en région parisienne et que je ne sais pas si j'ai 1 heure ou 2 heures de retard, je ne peux pas rappeler mon client pour lui dire. Alors que si la SNCF m'indique en temps réel que j'ai 20 minutes de retard, je rappelle mon client, ou je ne le rappelle pas parce que j'avais prévu 20 minutes de retard, mais en tout cas, je peux rappeler mon client pour lui dire « Bonjour, je vais avoir un peu de retard ». Et du coup, ma douleur, mon pain point s'en va parce que mon client est prévenu que je vais avoir un peu de retard. Et en fait, ça s'en va. C'est donc hyper important d'être capable de bien sensibiliser. Et peu importe si on est sur un marché de niche, peu importe si on est dans un monopole, il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui peut se passer du fait d'être tournée vers le client. Alors j'espère que je vous ai bien répondu, Colette. Valérie, c'est bon pour vous? Merci à vous. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres qui vous viennent dans la journée, dans la nuit ou autre, vous aurez nos coordonnées pour pouvoir nous les poser. Nos coordonnées sont également affichées ici, avec notre email et le numéro du standard et notre site internet. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions directement. On y répondra avec un grand plaisir. J'espère que ce webinaire aura eu de l'utilité pour vous. Vous pouvez normalement mettre une petite note au-dessus de la présentation, avec justement à la fois une note, alors qui n'est pas un NPS, c'est une question à étoiles, et un champ de commentaires qui nous est très utile, évidemment, nous, pour améliorer aussi la qualité de nos contenus. Voilà, moi je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt sur notre chaîne. Merci. Au revoir.